Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. Voici les titres de cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 5 décembre. L'artiste sénégalais mondialement connu Youssou N'Dour s'est déclaré ce lundi candidat à l'élection présidentielle sénégalaise. L'annonce de la candidature de Youssou N'Dour a suscité un engouement international. Artiste, certes, Youssou N'Dour est également un grand homme d'affaires. Il est en effet à la tête de plusieurs médias dans son pays et déjà certains détracteurs pensent qu'avec son penchant pour le bling-bling, Youssou N'Dour ressemble étrangement à un certain Silvio Berlusconi. Au Cameroun, Deido, quartier de Douala, est à feu et à sang. Les populations de Douala vivent dans la frayeur depuis le 31 décembre 2011. La ville est prise en otage par les conducteurs de mototaxi à la suite de l'incident qui a coûté la vie à Eugène Moni, originaire de Deido, mortellement poignardé alors qu'il essayait de sauver sa petite amie d'une agression. Et puis au Mali, connaissez-vous cet arbre appelé Souro? Les habitants de la localité de Dioubéba, située à une trentaine de kilomètres de Bafoulabé, eux connaissent bien cet arbre naguère fruitier. C'est au pied de cet arbre centenaire, trônant au beau milieu de la place publique de Dioubéba, que fut gardé le vaillant résistant l'Almami Samori Touré après sa capture par les troupes coloniales françaises. Les autorités villageoises aimeraient que les départements de la culture et du tourisme s'intéressent à cet arbre historique pour en faire un patrimoine culturel. Mais avant, suite du procès Moubarak, les réquisitions viennent de tomber en Égypte. Le procureur a requis ce jeudi la peine capitale contre le président égyptien déchu, Hosni Moubarak, 83 ans, lors de son procès qui a repris lundi au Caire. Il est le premier dirigeant victime du printemps arabe à comparaître en personne devant la justice. Hosni Moubarak et ses co-accusés sont accusés d'être impliqués dans le meurtre de manifestants lors de la révolte populaire de janvier et février 2011, qui a fait officiellement 850 morts. Le procureur a également demandé la peine maximale pour les deux fils de Moubarak, Alaa et Gamal, jugés comme leur père pour corruption. Une inculpation passible de 15 ans de prison. Et aucun des accusés n'a manifesté de réaction particulière en entendant ces réquisitions. Le procès a été ajourné au 9 et 10 janvier. Comme je vous le disais en titre, Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais mondialement connu, se lance dans la course à la présidentielle sénégalaise le 26 février prochain. Il vient de faire l'annonce de sa candidature mardi à Dakar, une annonce qui s'est propagée comme une traînée de poudre. Très influent au Sénégal, le chanteur détient et contrôle l'un des plus grands groupes médias du pays, Futur Média. Certains le surnomment déjà le nouveau Berlusconi africain. Pour eux, la liberté d'expression du pays pourrait être mise en danger, sachant qu'il possède une chaîne de télévision, de radio et l'un des quotidiens les plus lus au Sénégal. Alors Youssou N'Dour ou une candidature très controversée de notre correspondant Fernand Tona. On était habitué à le voir sur les grandes scènes. Mais le chanteur et homme d'affaires sénégalais Youssou N'Dour, 52 ans, vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle du 26 février prochain. Le peuple a besoin de changement. Le peuple a besoin d'autres modèles. Le peuple a besoin d'une nouveauté. Et je pense que je représente cette alternative. Je représente cette nouveauté que le peuple cherche. Le musicien candidat a fondé en 2010 un mouvement citoyen baptisé Fekemati Bolé. Traduisez, je suis là, donc j'en fais partie, dans la perspective de la présidentielle. Cette décision ne laisse pas les Sénégalais indifférents. Je pense que Youssou N'Dour, c'est un citoyen sénégalais et tout citoyen sénégalais a le droit de se présenter à la candidature. Donc pour moi, Youssou N'Dour, c'est un homme qui a fait pour son pays. Il embauche des personnes, il a créé des entreprises, donc pour moi, c'est normal qu'il se présente. Il a fait des progrès pour en arriver là. Donc pour qu'il se présente aux élections, je ne vois pas d'inconvénient. Ce que je pense de sa candidature, j'aurais souhaité qu'il se concentre davantage sur la musique. C'est mieux pour moi parce que le monde politique, c'est un monde très bizarre. Et si toutefois qu'il s'y mêle, certains de ses fans ne seront pas contents de lui. Nous ne pouvons pas confier notre pays à n'importe qui. Que Youssou N'Dour aille faire des études supérieures avant de prétendre diriger le Sénégal, ou bien qu'il se consacre à sa musique. Toujours est-il que le candidat Youssou N'Dour promet d'apporter une alternative à l'alternance intervenue en 2000 et qui a amené au pouvoir le président actuel Abdoulaye Wade. D'ailleurs, pour lui, ce dernier ne doit plus se présenter. Je me présente pour gagner ces élections. Je me présente pour jouer le rôle leader de ces élections.
À partir de ce moment, moi je ne considère pas Wade comme un adversaire. C'est quelqu'un qui a fini son travail, nous devons l'accompagner pour qu'il sorte par la grande porte. Le président sortant est candidat à sa propre succession pour un 3e mandat que de nombreux Sénégalais lui contestent. Et nous partons au Burkina Faso où la gestion des lotissements est un exercice hautement risqué pour l'administration locale. Au cours de l'année 2011, la maire de l'arrondissement de Bioul-Miougou a été débarquée de son poste pour faute grave de gestion des lotissements de son arrondissement. La tentation de la spéculation puis des détournements alimente les tensions entre les populations et les autorités municipales. Conséquence, la recherche effrénée de parcelles entraîne une prolifération anarchique de zones non loties à la périphérie de la capitale, des quartiers précaires qui manquent de tout. Notre correspondant Adjima David Tionbano est allé visiter les secteurs 28 et 29 de Bogo-Dogo, où le projet de lotissement traîne depuis pratiquement 10 ans. Et ce sont les populations qui en pâtissent le plus. Des habitations précaires, difficiles d'accès, privées d'eau potable et d'assainissement, avec une quasi-absence du service public. Voici la dure condition des populations qui vivent dans les non-lotis de Ouagadougou. Madame Sita Sanou Kaboré et sa famille vivent ici depuis 12 ans. Pour aller chercher de l'eau, 2 heures ou 3 heures environ. Les délinquants aussi, parfois ils nous fatiguent ici. Depuis 2003, les habitants des secteurs 28, 29 et 30 de l'arrondissement de Bordeaux attendent avec impatience l'attribution d'une parcelle pour se construire un logement plus décent. Mais le projet de lotissement engagé depuis 2003 a du mal à aboutir. La mairie doit résoudre une équation corsée des demandeurs trop nombreux pour peu de parcelles disponibles. On a un besoin total de 65 616 parcelles. Alors qu'on a pu dégager 26 080 parcelles, c'est-à-dire qu'on a un manque à gagner de 41 422 parcelles. Des lacunes du recensement ont accentué le fossé abyssal entre l'offre et la demande de parcelles. Des cloches, de simples briques, des arbres et des bâtisses de fortune ont reçu des numéros en 2003. Avec le temps, le problème s'est aggravé. Ceux qui n'avaient pas de construction valable pour prétendre à une parcelle ont eu le temps de s'installer. Les critères d'attribution convenus hier avec les populations sont aujourd'hui remis en cause. Nous attendons le 2e tour pour voir. Je ne sais pas comment on va faire maintenant. Surtout que la ville est très dure maintenant. En tout cas, notre principe de travail, nous pensons que c'est les résidents qui devaient être attributaires. Mais aujourd'hui, ceux donc que nous avons dit qu'ils ne sont pas des résidents sont devenus des résidents. À Bordeaux, les populations des secteurs 28, 29 et 30 attendent avec impatience d'être fixées sur leur sort. Mais pour l'instant, les lotissements sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national, des opérations très controversées qui étaient devenues des sources de conflits dans les localités. La mauvaise gestion des parcelles et diverses spéculations foncières ont ainsi emporté des maires et conduit en prison des conseillers municipaux coupables d'indélicatesse. Au Cameroun, des affrontements ont eu lieu à Douala entre des jeunes de Deido et des motos-taximens. Affrontements ayant fait jusqu'ici 2 morts. Policiers et gendarmes ont d'ailleurs dû intervenir pour pacifier la zone, devenue un véritable champ de bataille. Tout aurait commencé le week-end dernier avec l'assassinat d'un jeune habitant, Eugène Moni, 37 ans, du quartier Deido à Douala. Reportage Eloi Belanzena, récit Leila Abliblay. Plus d'1 millier de mototaximens ont manifesté dans la ville de Douala. Et pour cause, dans la nuit du 31 décembre, des incendies graves sont survenus dans le quartier de Diedo. Un jeune homme a été poignardé à mort par des mototaximens alors qu'il tentait de protéger sa petite amie agressée par l'un des leurs. La police est là, il prend le parti. Franchement, nous sommes dépassés pour ce problème. Et ils sont là, ils viennent nous verser de l'eau. On a une quarantaine de motos brûlées avec 10 collègues de perdus. On essaie d'où est la provenance. Pourquoi ça se passe comme ça? Ils ont passé leur coup. On a volé, ou ça se passe comment avec leurs gars? Et ils viennent se revolter sur nous. Franchement, on est dépassés. Toutes les voies menant vers cette zone ont été bloquées par les manifestants. Le commissariat du 9e arrondissement, situé aux alentours, a été envahi. Des renforts de policiers et de chars sont descendus sur le terrain. Le gouverneur et le délégué du gouvernement ont engagé des discussions avec les chefs locaux. Ce qui n'a pas permis d'apaiser les tensions. Les habitants du quartier disent avoir été agressés par les Bamiliqués, tribus halogènes, et qui mènent majoritairement l'activité de taxi-moto. Ils ne comptent d'ailleurs plus sur les autorités pour régler le problème de façon définitive. On ne laisse pas faire, on doit brûler tout. On doit brûler tout parce que ça ne va pas. On a eu à laisser le problème, mais on voit que le problème ne serait pas résolu.
Mais avec la grâce de Dieu, nous-mêmes, on doit résoudre ce problème. Le problème, né de ce fait divers qui a tourné au drame le soir de la Saint-Sylvestre, se trame sur fond de conflit tribal. La ville de Douala abrite à elle seule près de 200 tribus distinctes. Le Gabon fait peau neuve. De nouvelles infrastructures routières sont en construction à Libreville depuis quelques mois déjà. La fin du chantier s'annonce imminente. Et pour vérifier l'avancement des travaux, le ministre gabonais en charge des infrastructures, Léon Nzouba, a effectué une dernière visite technique de terrain. Alors que les 3 échangeurs étaient initialement prévus fin décembre 2011, ils devraient être livrés progressivement aux usagers à partir du 10 janvier prochain. Reportage Joël Tatou, texte Linda Robert. Les autorités chargées des infrastructures se sont dites satisfaites de l'état d'avancement des travaux. Elles espèrent que la mise à disposition de ces ouvrages interviendra avant le commencement de la Coupe d'Afrique des Nations. Certains équipements manquent encore, la population fait preuve d'inquiétude, mais les techniciens se montrent rassurants. Les véhicules pourront circuler librement à l'exception des poids lourds. Les usagers pourront traverser le pont et le giratoire. Les échangeurs de yaï et de charbonnage sont déjà opérationnels. Le dispositif de sécurité métallique du passage supérieur des ouvrages sera prêt dans quelques jours. L'étanchéité de ces infrastructures doit être encore finalisée. Venir la dalle, enfin que quand il y a une dalle, quand on coule une dalle, il ne faudrait pas qu'il y ait les auréoles en dessous. En fait, l'étanchéité consiste à ce qu'on puisse vraiment protéger ce qu'on appelle la dalle. Quelques aménagements concernant l'éclairage, le bétonnage et la sécurisation de la chaussée sont en voie de finition. La mise en service très prochaine des échangeurs ne sera que provisoire. Une certaine lenteur dans les travaux a été observée. Voyez un peu vous-même comment les travaux vont lentement. La livraison définitive des 3 échangeurs se réalisera à l'issue de 3 mois d'essai. L'ONU veut davantage de coopération avec l'Union africaine. À l'occasion d'une conférence de presse, mercredi au siège de l'ONU, le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de janvier 2012, le représentant de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies, Basso Sonko, a affirmé la volonté de renforcer la coopération de l'ONU avec les groupes régionaux, notamment l'Union africaine. Je vous propose de l'écouter. We are convinced that there is no way, Nous sommes convaincus que c'est en impliquant l'Union africaine que les Nations unies seront en mesure de résoudre durablement les conflits sur le continent. Il est crucial que l'Union africaine soit prise en compte. Nous savons que nous ne pouvons pas réussir seuls. Comme je l'ai dit, il est clair que les Nations unies ont une responsabilité majeure pour le maintien de la paix et la sécurité. Mais la même charte des Nations unies, dans le chapitre 8, prévoit le rôle des organisations régionales. In Chapter 8 provides for the role for regional organizations. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 50 000 réfugiés qui fuient le Soudan ont besoin d'une aide d'urgence. L'organisation a annoncé avoir lancé un pont aérien entre le Kenya et le Soudan du Sud pour leur prêter main forte. Au moins 18 vols sont prévus pendant une semaine pour acheminer près de 280 tonnes d'aide vers les États du Nil supérieur et du Nil bleu. Pascal Bois. Les habitants du village de Djoubeba, dans le cercle de Bafoulabé au Mali, l'appellent affectueusement l'arbre de l'Almami Samori Touré. Le végétal appelé Souro en Bambara a servi de dernier abri à l'empereur en attendant l'arrivée du train de Dakar. C'est effectivement au pied de cet arbre centenaire, trônant au beau milieu de la place publique de Djoubeba, que fut gardé le vaillant résistant après sa capture par les troupes coloniales françaises. C'était un jeudi 24 décembre 1898. Pour rappeler à la nouvelle génération et les visiteurs du jour un pan de l'histoire du Mali, le village fête chaque année cette date mémorable. L'arbre de l'Almami Samori Touré constitue également de repères à la localité. Il permet aux paysans d'entamer les travaux champêtres. Cependant, le végétal souffre des meurtrissures du temps. Mal entretenu par manque de moyens, il donnait auparavant des fruits aux villageois. Tel n'est plus le cas. Un arbre de ce genre qui soit dans cet état-là, c'est pas normal dans un pays qui veut valoriser son patrimoine. Cet arbre, nous-mêmes, nous devons tout faire maintenant pour que quand même cet arbre-là soit mieux protégé. Parce qu'il n'est pas du tout protégé. Et je sais qu'au niveau du tourisme, ils savent que cet arbre-là existe. Les autorités villageoises aimeraient que le gouvernement malien s'intéresse de près à cet arbre historique pour en faire un patrimoine culturel.
Nous venons de voir, bien sûr, le reportage sur l'arbre historique sur lequel était assis l'Al-Mori Samori Touré. Nous continuons dans l'actualité. Les échanges entre la Chine et le Bénin ne sont pas seulement d'ordre économique, ils peuvent être aussi culturels. Pendant leur séjour au Bénin, des artistes chinois vont faire découvrir les couleurs et la culture de leur pays aux Béninois. À la clé, un album découverte du Bénin, une œuvre de photographes et reporters béninois et chinois, découverte avec notre correspondant Massimien Benou. Les Super Anges Rwandolambua, c'est le groupe artistique béninois qui a servi l'apéritif de cette soirée de dégustation musicale bénino-chinoise. Comme hors d'œuvre pour la semaine culturelle chinoise au Bénin, un album de 100 photographies est lancé officiellement. Un album intitulé Cueillette à la plage. Le Bénin vu par 10 photographes et reporters de Xinhai, une province à l'ouest de la Chine. Dédié à tous ceux qui contribuent aux échanges sino-béninois, cet album est offert symboliquement par le chef de la délégation de Xinhai, tant aux autorités chinoises au Bénin qu'aux autres autorités invitées à ce cocktail artistique. Et le ministre béninois de la Culture de lancer officiellement le plat de résistance de cette soirée de saveurs artistiques. Sachez d'avance qu'ici, la consommation sans modération est autorisée et vous ne courez aucun risque de constipation. Au menu de la soirée, le tableau initial montre les 30 danseurs de la troupe artistique de Xinhai dans une danse dite Ode à la Chine. Suivra un plateau de tableaux riches en couleurs comme, entre autres, la danse de l'arc-en-ciel où les draponniers font une farandole multicolore. La danse martiale où les jambes renvoient comme ballon des saguets, puis le nec plus ultra dégusté par le public, la flûte chinoise solfiant une mélopée béninoise. Soit le bienvenu de Benou Gustave alias Gégé Viqué. Et le nectar de la soirée, c'est quand le chorégraphe béninois Adolphe Kofi Alade est allé apprendre aux Chinois à danser béninois. Les Chinoises et Béninois dansent en symbiose sur des rythmes béninois. Et avant de clore ce journal, la page sport avec un petit tour de l'actualité sportive de ce jeudi, résumé par Ahmed Parizeau. Il est notamment question de foot et de voile avec le trophée Jules Verne. Attention, ne vendons pas la peau d'un record avant de l'avoir terminé et avant d'avoir coupé une ligne d'arrivée qui est encore à plus de 1000 milles, c'est-à-dire pas loin de 2000 km devant nous. Loïc Perron plus que jamais en route pour remporter le trophée Jules Verne. Il devrait couper la ligne d'arrivée d'Ouessant dans la nuit de vendredi à samedi. Pour battre le précédent record, le maxi trimaran Banque Populaire 5 doit arriver avant lundi. Largement dans les cordes de Perron et ses 13 équipiers qui comptaient plus de 2 jours d'avance sur les temps du précédent record. En Angleterre, Manchester United a subi mercredi soir un nouveau revers. Cette fois-ci, ce sont les Magpies qui ont infligé une petite correction aux hommes de Sir Alex Ferguson. 3-0, score final. Newcastle n'a pas fait dans le détail. L'international sénégalais Dembaba a marqué son 15e but de la saison avant que Yohan Cabaye ne transforme magistralement un coup franc. Jones trouvera le moyen de marquer contre son camp à la 90e minute. Pour Manchester United, c'est la soupe à la grimace. En Espagne, le Barça a commencé 2012 comme il l'a achevé, victoire 4-0 en Coupe du Roi ce mercredi face à Osasuna. Fabregas par 2 fois et Lionel Messi, 73e et 90e minute. En attendant le match retour, les hommes de Guardiola ont fait un très grand pas vers les quarts de finale. On termine par l'exploit de l'année signé Tim Howard, le gardien américain d'Everton, qui a inscrit un but depuis sa propre surface de réparation. C'était mercredi soir contre Bolton, un but qui n'a de mérite que de faire le tour des télévisions du monde, puisque Bolton a battu Everton 2-1. Et puis en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sonne la mobilisation derrière les éléphants de Côte d'Ivoire, l'une des équipes favorites de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Un match de gala opposant le gouvernement ivoirien à la Fédération ivoirienne de football s'est déroulé aujourd'hui à Abidjan en présence du chef de l'État et du capitaine Didier Drogba. Score final 2-0 en faveur du gouvernement. Le Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a marqué les 2 buts du gouvernement. Il faut dire que la mobilisation
mobilisation de toute la nation derrière la sélection nationale pour la victoire finale lors de la CAN 2012 est une initiative de la primature de la Côte d'Ivoire. Le journal touche à sa fin. Le rappel des titres, la candidature de Youssou N'Dour à l'élection présidentielle du 26 février est diversement appréciée par les Sénégalais, partagée à la fois sur le profil du chanteur et homme d'affaires et ses compétences pour occuper une telle fonction et son envie ou pas d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, Youssou N'Dour, propriétaire de nombreux médias, est comparé à un certain Cavaliere, Silvio Berlusconi, et certains craignent déjà une atteinte à la liberté de la presse. Au Cameroun, Deido, quartier de Douala, est à feu et à sang. Les populations de Douala vivent dans la frayeur. Depuis le 31 décembre 2011, la ville est prise en otage par des conducteurs de mototaxi à la suite de l'incident qui a coûté la vie à Eugène Moni, originaire de Deido, mortellement poignardé alors qu'il essayait de sauver sa petite amie d'une agression. Et enfin, au Mali, les habitants de la localité de Djoubéba aimeraient que les départements de la culture et du tourisme s'intéressent à un arbre historique appelé Sourou pour en faire un patrimoine culturel. C'est au pied de cet arbre centenaire, trônant au beau milieu de la place publique de Djoubéba, que fut gardé le guerrier, l'Almami Samori Touré, après sa capture par les troupes coloniales françaises. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Retrouvons-nous demain à 21h pour une nouvelle édition sur Télé Sud. Place maintenant à vos programmes favoris. Bonne soirée et à demain.